nous disent sur la responsabilité dans la définition de ce qui est travail. Qui décide de ce qui a valeur? Dans le capitalisme, décident de ce qui a valeur les propriétaires de l'outil de travail. C'est eux qui vont ensuite, dans un rapport social d'une très grande violence d'ailleurs, décider qui va voir son activité transformée en travail, et puis qui demain, ça c'est par une embauche, et puis qui demain par un licenciement verra son activité retourner à la sphère de l'activité, ne plus être connue comme productive de valeur et donc ne plus être connue par de la monnaie. Cette violence sociale du marché du travail, dans lequel un propriétaire de l'outil ou son représentant décide de qui va travailler et qui ne va pas travailler, et puis décide de ce qu'il va faire comme travail. Donc toute la souveraineté sur la valeur économique, c'est le fait des seuls propriétaires de l'outil de travail. Cette violence sociale a entraîné une très forte mobilisation des travailleurs organisés. Et ces travailleurs organisés n'ont pas été vaincus. Il faut insister sur les victoires de la classe ouvrière, et des victoires qui demeurent. Et la victoire de la classe ouvrière s'est inscrite dans ce qu'on appelle l'emploi. L'emploi, c'est une conquête contre le capital. Le capital, il parle de poste de travail. Contre cela, tout le mouvement syndical s'est organisé pour enrichir le poste de travail de 3 droits qui en ont fait un emploi. Premièrement, le salaire à la qualification. Il y a une mobilisation considérable dans les années 50-60 autour de la convention collective qui décide de la qualification des postes et qui pose donc les salariés comme, non pas comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat, ça c'est l'anthropologie du mépris que développe le capital à l'endroit des travailleurs, des mineurs économiques qui ont droit du pouvoir d'achat. Non, qui pose des travailleurs comme contribuant à la production de valeur économique et qui, du coup, rend légitime leur revendication de décider de la valeur économique et de sa production. Le salaire à la qualification, qui a toujours été refusé par le capital, par la bourgeoisie. Deuxième dimension conquise dans un affrontement permanent, la cotisation au régime général. La cotisation au régime général vient bousculer la pratique capitaliste de sécurité sociale qui sont des régimes d'entreprise, des régimes de branches, des régimes gérés par des compagnies d'assurance, des régimes, tout cela, des régimes complémentaires, tout ça c'est la sécurité sociale capitaliste. Je ne sais pas, l'Agir Carco aujourd'hui, vous voyez, les mutuelles, tout ça c'est la sécurité sociale capitaliste. Contre cela, le mouvement ouvrier a conquis le régime général géré par les travailleurs eux-mêmes. Il l'a été de 1946 à 1961. Pendant 15 ans, les travailleurs ont géré l'équivalent de la moitié du budget de l'État au départ, puis du budget de l'État dans les années 60, en élisant les directeurs de caisse, donc dans une forme de démocratie sociale tout à fait intéressante, des administrateurs qui étaient eux-mêmes élus. Et puis, troisième élément de l'emploi qui a été imposé à la bourgeoisie, c'est le code du travail. C'est le fait de respecter des règles d'embauche, des règles de licenciement, des règles d'horaire, de sécurité, de santé, etc., etc. L'emploi a toujours été combattu par la bourgeoisie. Toujours. Son objectif, c'est d'exploiter, mais sans assumer les responsabilités d'employeur. Donc vous voyez que toute proposition qui déconnecte les ressources de l'emploi peut être pain béni pour le capital. Si la classe dirigeante file 1 000 € par mois comme revenu universel,
Qu'est-ce que les intéressés vont faire avec ces 1 000 euros? Mais ils vont travailler, bien sûr. Ils vont travailler de façon éventuellement innovante. Ils vont travailler dans le logiciel libre, ils vont travailler dans des formes d'expression culturelle sorties de la marchandise capitaliste. Ils vont travailler dans de l'agriculture biologique. Ils vont travailler dans une production d'énergie autre que la production atomique, je ne sais pas quoi. Et pour faire cette production, ils vont devoir aller sur des plateformes collaboratives, mais qui sont la propriété du capital. Vous prenez Airbnb, vous prenez n'importe quoi, c'est la propriété du capital. Ils vont aller chercher des crédits auprès de financeurs qui, peu ou prou, sont rattachés au groupe financier. Ils vont avoir des donneurs d'ordre, des clients qui, au bout du compte, sont directement ou indirectement sous la dépendance de groupes capitalistes. C'est-à-dire qu'ils vont être parfaitement exploités. Les 1 000 euros qu'ils vont recevoir vont bien sûr servir à travailler, mais à travailler sans la responsabilité d'employeur, sans respect d'aucune règle du droit du travail, sans respect de la qualification et sans cotisation au régime général. Donc, nous allons avoir une exploitation beaucoup plus brutale que l'exploitation qui existe aujourd'hui. Alors certes, le travail concret pourra être vécu de façon plus positive que dans l'emploi, parce qu'il n'y a pas d'employeur, parce qu'on est dans une forme d'horizontalité de l'activité, parce qu'on gère soi-même son emploi du temps, ou en tout cas apparemment, enfin, etc., etc. Mais le statut dans lequel s'inscrit l'institution du travail, dont parle Maud et dont parle Claude Didry dans cet ouvrage tout à fait fondamental, et qui ne fera pas de bruit, hélas, parce qu'il est fondamental. Donc, faites-en du bruit autour, hein, il est à la sortie, achetez-le, l'institution du travail. L'institution du travail que l'on observe dans une telle situation, c'est zéro. On n'est pas reconnu comme travailleur avec des droits. On se démerde sur le marché des biens et services, comme auto-entrepreneur, etc. Mais on a les 1 000 balles. Et les 1 000 balles sont pas totalement, mais sont partiellement récupérées par le donneur d'ordre, le propriétaire de la plateforme, le client, etc., le prêteur. C'est-à-dire que l'exploitation capitaliste se renouvelle sous une forme extrêmement ancienne, qui est la forme dominante au XIXe siècle du marchandage. Là encore, vous l'apprendrez en lisant Didry. Ce qu'on appelle l'ubérisation, mais c'est le retour à un passé total. Ça n'a absolument rien de neuf. C'est contre cela que le travail a été institué dans l'emploi. Donc, si l'on veut déconnecter les ressources de l'emploi, ce qui, cela dit, me paraît aujourd'hui une nécessité. Et Maud disait, est-ce que le travail gratuit, il faut le requalifier en emploi? Ça pose bien des questions en réalité. Ça peut être défensif, ça peut être utile. Quelqu'un qui est bénévole et dont l'activité est requalifiée en emploi, c'est un progrès. Mais est-ce que nous sommes dans une logique de progrès collectif dans la requalification en emploi et dans la revendication du plein emploi? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ce qui a été conquis au cours du XXe siècle comme dimension anticapitaliste de l'emploi, à travers le salaire à la qualification, la cotisation au régime général et le code du travail, aujourd'hui, ne peut plus faire l'objet que de batailles défensives. Pourquoi? Parce que la globalisation financière du capital fait qu'il n'a plus besoin de concéder un meilleur partage de la valeur pour pouvoir s'implanter quelque part. Au contraire, il met en compétition les travailleurs sur l'ensemble de la planète. Et c'est lui qui, aujourd'hui, va invoquer la défense de l'emploi par un retournement sémantique pour détruire tous les droits qui constituent l'emploi tel qu'il a été construit par l'action syndicale. La proposition plus ou moins keynésienne que l'on trouve en majorité chez les économistes atterrés, dans le Conseil scientifique d'attaque, à la Fondation Copernic, etc., d'une bonne fiscalité,
d'une relance par l'activité, d'un bon crédit qui va encourager les investissements écologiques et d'un plein emploi, cette proposition est totalement désuète. Et je crois que maintenant, il faut clairement y renoncer. La déconnexion entre le droit au salaire et l'emploi, pour qu'elle ne soit pas une exploitation supplémentaire, à partir où on a pris acte que l'on ne peut plus, territoires nationaux par territoires nationaux, et à l'international c'est encore pire évidemment, qu'on ne peut plus imposer au capital un meilleur partage de la valeur au bénéfice du travail, déconnecter le salaire de l'emploi, renoncer au projet de plein emploi et à toute la dimension keynésienne dont il est porteur, ça suppose de se battre pour que nous devenions, nous, souverains sur la valeur économique. C'est pour ça que l'enjeu, encore une fois, de toute réflexion sur la relation entre travail et ressources, c'est qui décide de ce qui a valeur. C'est-à-dire, au bout du compte, qui est propriétaire de l'outil de travail. Donc, nous sommes sur une ligne de crête. Nous ne nous en sortirons pas de ce désengagement de la bourgeoisie qui ne veut plus assumer ses fonctions d'employeur. Nous ne nous en sortirons pas par une revendication de vrai plein emploi. Mais nous ne nous en sortirons pas non plus par une déconnexion entre salaire et emploi qui laisserait, comme je l'ai démontré, je l'espère, une exploitation de tous ces travailleurs dotés de 1 000 € par mois encore plus forte que dans l'emploi. La solution, mais on n'a pas à chercher midi à 14 h, la solution c'est celle que nos anciens ont commencé à mettre en place. La solution, c'est de maîtriser l'investissement par sa subvention et non pas par le crédit. Et c'est donc pour sortir du chantage au crédit, qui est consubstantiel au capitalisme, et puis c'est sortir du marché du travail, non pas par le bas de l'infra-emploi tel que l'a décrit Maud, mais par l'au-delà de l'emploi, qui a déjà ses anticipations dans la fonction publique, chez la moitié des retraités qui ont une pension proche de leur salaire, bref, qui sont dans du salaire à vie. Le salaire à vie et la subvention de l'investissement pour sa maîtrise populaire dans des entreprises qui deviennent la propriété de leurs salariés, voilà le seul dépassement par le haut de l'emploi. Oui, il faut sortir de l'emploi, mais pas pour pire. Il s'agit de et le pire, c'est le revenu de base. Il s'agit de sortir de l'emploi par le haut, et cela, ça suppose, c'est une condition sine qua non, que nous continuions ce que nos anciens continuent à faire, c'est-à-dire changer le mode de production. Changer le mode de production, c'est changer deux choses, le régime de propriété et le statut du producteur. Comment est-ce que la bourgeoisie l'a emporté sur la féodalité? Pas par un meilleur partage de la valeur féodale grâce à une bonne fiscalité. Sinon, on serait toujours dans la féodalité. Elle n'a pas dit, toi de là que je t'y mette pour faire de la féodalité, que je m'y mette, pour faire de la féodalité à ta place. Elle n'a pas cherché à mieux répartir la valeur. Elle a produit autrement. Elle a changé la définition du travail. Elle a changé les institutions du travail. Elle a remplacé le servage par le marché du travail. Elle a remplacé la propriété aristocratique par la propriété lucrative. Ça a été très long, il a fallu des siècles. Nous sommes engagés depuis un siècle dans une bataille similaire. Non pas piquer dans la poche du patronat l'argent qui y est, pour ne rien changer à la valeur. Encore une fois, si c'est ce qu'avait fait la bourgeoisie, nous serions toujours dans la féodalité. Mais produire autrement, changer la pratique de la valeur, passer d'une production capitaliste à une production communiste. Or, précisément, nous avons commencé. Nous avons commencé, d'une part, en remplaçant le marché du travail par le salaire à vie.
Actuellement, 12 millions de personnes dans ce pays sont en salaire à vie. C'est-à-dire un salaire à la qualification, pas un forfait, quelque chose qui les reconnaît comme producteurs et qui les débarrasse du marché du travail. Souvent, d'ailleurs, quand on interroge des retraités, il y a une espèce de ouf. Enfin, je vais pouvoir travailler. J'ai plus besoin de passer par le marché du travail pour être reconnu comme producteur et en capacité de le faire. Mais encore faut-il être reconnu par du salaire, évidemment, et du salaire à la qualification. Et puis, nous avons commencé à le faire en subventionnant l'investissement par une hausse des cotisations au lieu de faire appel au marché des capitaux ou au crédit public. L'inconvénient du crédit public, c'est qu'il légitime le crédit privé et qu'il continue à nous faire entrer dans la religion, une croyance totalement religieuse, qu'il faut du crédit pour investir. J'ai enseigné 30 ans l'économie, ça faisait partie de la Bible. On ne peut pas imaginer un autre financement de l'investissement que le crédit. Bien sûr que si. En quoi c'est de la religion, ça? Mais parce que dans le capitalisme, de fait, ceux qui financent, ils font du crédit. Mais ils font du crédit avec de l'argent qu'ils nous ont volé ou qu'ils vont nous voler. Soit ils viennent de piquer une partie de la valeur que nous produisons, ils la centralisent dans des groupes financiers qui ensuite prêtent. Je te pique et je te prête ce que je viens de te piquer. Et tu rembourses. Ça, c'est le capitalisme en 30 secondes, d'accord? Ou bien alors, ils créent de la monnaie, mais sous forme de crédit. Et là encore, nous allons devoir passer notre temps à rembourser. Alors que nous avons inventé l'alternative, encore une fois, la classe ouvrière, elle est victorieuse, elle n'est pas défaite. Il faut absolument sortir de ce postulat des sciences sociales qu'il n'y a qu'une classe pour soi, la bourgeoisie, et qu'en face, il y a des gens qui peuvent être des victimes, des gens qui peuvent être des dissidents, des gens qui peuvent être en révolte, mais qui ne sont pas un sujet macroéconomique alternatif en capacité d'inventer une production de valeur économique alternative. Mais si, bien sûr que si, que nous le faisons. Comment est-ce que nous avons financé l'investissement hospitalier dans les années 60? Comment est-ce qu'on a transformé les mouroirs qu'étaient les hôpitaux en CHU, etc. Par un partenariat public-privé qui donne ce que ça donne à l'hôpital de Paris-Sud, par un appel au marché des capitaux avec la CADES, création de Juppé? Pas du tout. Par une hausse du taux de cotisation maladie qui a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin de crédit pour investir? Parce qu'un investissement en T génère en T plus 1 plus de valeur. Pas lui, mais plus de travail, ou du travail plus productif. Et cette valeur supplémentaire va pouvoir être cotisée dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs eux-mêmes, comme la sécurité sociale a été jusqu'en 61 gérée par les travailleurs eux-mêmes, et il faut y revenir, bien sûr. Et ces travailleurs vont subventionner en T plus 1 l'investissement. Cet investissement supplémentaire en T plus 2 générera plus de travail plus productif, dont la valeur supplémentaire pourra être cotisée, et la cotisation économique ainsi recueillie permettra de subventionner l'investissement nouveau, etc., etc. Nous avons déjà remplacé le cycle profit-crédit, je te pique, je te prête, tu me rembourses, par le cycle cotisation, subvention. Donc, si nous voulons maîtriser la valeur, condition nécessaire pour sortir de l'emploi par le haut et non pas par le bas. Je propose, et je conclus, je l'ai écrit dans l'UMA la semaine dernière, nous sommes ici aux Amis de l'Humanité, et il faut rendre hommage à ce journal qui est le seul journal utile dans ce pays, et tous les autres, c'est de la merde dont on peut se passer, hein, ne perdez pas votre temps. Je parle des quotidiens, hein, ajoutez évidemment dans les mensuels Alternatives économiques, mais ne perdez pas... Parce que si vous voulez aller sur lemonde.fr ou sur libération.fr, comme des éperdus là, de l'iPhone, c'est être c'est chercher la drogue hein, de la religion capitaliste. Tout ça ne sert strictement à rien, il faut s'en débarrasser au contraire. Donc j'ai écrit dans l'UMA, je conclus là-dessus, que nous pourrions avoir comme projet de doubler les cotisations. Actuellement, les cotisations, c'est 500 milliards, cotisations plus CSG. Les doubler à 1000 milliards... Ça veut dire que les 3/4 de la valeur ajoutée marchande, qui est de 1300 milliards, hein, sur 2000 milliards de PIB, vous avez 700 milliards de production non marchande et 1300 milliards de... Les 3/4, dès lors qu'il y a de la monnaie, c'est forcément dans la production marchande que ça se passe, socialiser les 3/4 de la production marchande, mais qui ne fait jamais que poursuivre ce que nous avons fait.
en socialisant dans le régime général, etc., la valeur. Avec cela, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Nous allons pouvoir générer une considérable dynamique d'appropriation par les travailleurs eux-mêmes de l'outil de travail. D'une part, par exemple, c'est pour faire discuter que je dis ça, simplement, je n'ai pas fait un projet macroéconomique qui se substituerait à notre réflexion collective. 250 milliards, soit 20%, une cotisation autour de 20% de la valeur ajoutée, irait à des caisses de salaire, pourquoi l'UNEDIC par exemple, transformée en caisse de salaire gérée par les salariés eux-mêmes et par eux seuls, bien sûr, comme l'était le régime général. Et ces caisses de salaire vont attribuer du salaire à vie, remplacer le salaire d'emploi par du salaire à vie dans toutes les entreprises qui deviendront la copropriété de leurs salariés. La condition pour que ces caisses de salaire financent le salaire à la place de l'entreprise, c'est que l'entreprise devienne la copropriété de ses salariés. Là, nous allons créer une dynamique de travailleurs qui vont aspirer à devenir les copropriétaires, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bien souvent, ils considèrent que ce n'est pas leur affaire. Il faut créer une aspiration à devenir les copropriétaires. C'est décisif, cela. Une bonne façon de le faire, c'est de conditionner le salaire à vie. Tous les salariés des entreprises entreraient dans une logique de salaire à vie, donc la sécurité sociale professionnelle de la CGT serait obtenue, enfin, etc., etc. Dès lors que l'entreprise serait remise à la nation et que les salariés en deviendraient les copropriétaires d'usage. Et puis, deuxième partie des 500 milliards, une cotisation économique qui va des caisses d'investissement qui se substituent aux banques, elles aussi, caisses d'investissement gérées par les seuls travailleurs et qui vont subventionner l'investissement des entreprises qui deviendront la propriété de leurs salariés. La condition d'accès à cette subvention sera que l'entreprise change de statut et devienne la propriété de ses salariés. Vous voyez que là, ça suppose évidemment que nous prenions, ne serait-ce que sur des strapontins et pendant un an, le pouvoir d'État. C'est ce qu'a fait le Parti communiste en 1946, pendant un an, 5 ministres sur des strapontins, et il a fait merveille. Régime général, statut de la fonction publique, nationalisation des DFG, etc. Ce n'est pas nécessaire forcément de conquérir tout le pouvoir politique. Parce qu'on ne peut conquérir tout le pouvoir politique qu'une fois que le mode de production économique a été changé. La bourgeoisie ne conquiert le pouvoir politique qu'à la fin du XVIIIe, alors que depuis le XIVe, elle entreprend de changer le mode de production. N'espérons pas que ce sera différent pour nous. Mais encore faut-il que nous conquérions, ne serait-ce que sur des strapontins, et provisoirement, de quoi légiférer dans des institutions qui seront supportées par la détermination des salariés à gérer eux-mêmes la production. Bien, merci. Donc, on a fait un tour assez vaste. Il nous reste une petite heure pour un échange avec vous. Qu'est-ce qui veut bien oser se lancer pour poser des premières questions ou premières interventions? Alors, allez-y. Il y a quelqu'un qui a déjà un micro, quoi? Non, il y a madame là-bas au milieu. Alors, où ça? Au milieu, là. Okay. Non. Oui, voilà, moi j'ai à dire, il y a un mot qui a disparu complètement, c'est le mot métier. Je n'ai pas entendu parler du mot métier. Ah, eh bien, ce que c'était que les métiers? Parce qu'on parle d'emploi, des millions de précaires, la précarité. Quand il y a eu la lutte de France Inter, vous voyez, à Paris, là, j'y suis allé et puis j'ai discuté comme ça. Parce que moi, vous savez, j'ai défendu les métiers. Et la conscience des métiers, les gars qui avaient des qualifications, comme dit Bernard, c'est très important dans un rapport de force avec le patronat. Quand on peut avoir ce rapport de force en sa faveur. Voilà. Moi, j'ai été soudeur, vous voyez, sur les pétroles. Au moment, dans les années 50, 60, avec non seulement des travailleurs, parce que le métier n'était pas reconnu en France, il venait des États-Unis, mais en attendant, on s'est structuré aux copains des métallos du Havre, et quelle organisation! Quelle organisation! Jamais un tuyauteur se faisait embaucher seul. C'était aussi un métier, tuyauteur.
Et non seulement quand il y avait des fins de chantier difficiles, parce qu'il y avait toujours du retard dans le pétrole, et alors là, ils payaient énormément d'amendes. Mais quand il y avait des embauches, 2 tuyauteurs, 2 soudeurs, ou 3 tuyauteurs, 3 soudeurs, parce que le bon soudeur, il a besoin du bon tuyauteur pour son chanfrein. Donc les métiers, c'était très important. Et pourquoi on a gagné beaucoup d'argent? C'est parce qu'on avait un rapport de force. Voilà. Comme les dockers au Havre, comme des métiers comme dans l'imprimerie. Ok, c'était des métiers. Et aujourd'hui, on ne parle plus de métiers. D'accord. Alors, Maud Simonet, est-ce qu'on ne parle plus de métier aujourd'hui? Est-ce que ça a perdu son sens, son intérêt? Non, mais ce que vous dites, pour moi, ça fait écho. Alors, si je repars des recherches que j'ai pu faire sur la question des parkies, donc ces nettoyeurs des parcs de la ville de New York, ou la démultiplication des statuts et du fait que quelqu'un, finalement, dont ce n'est pas le métier, peut tout autant faire la même tâche qu'eux au même endroit, etc. C'est un enjeu fort. Alors, on va parler peut-être plutôt de déprofessionnalisation. Les sociologues, en tout cas, on va avoir ça sous l'angle de la déprofessionnalisation. Mais je pense que c'est un des enjeux qui a été évoqué là, avec la multiplication des statuts de travailleurs dans le même service public, dans la même situation de travail. Il y a un enjeu autour de cette question-là. Et du coup, oui, la question du rapport de force et de la décollectivisation, on va dire, du travail que ça engendre, évidemment. Donc oui, j'entends bien. Si je peux me permettre de sortir un instant de mon rôle d'animateur, c'est un enjeu permanent dans le capitalisme très ancien, mais qui continue à se poursuivre, de faire en sorte que le savoir-faire soit pas détenu par les salariés ou les personnes, mais soit bien intégré par l'entreprise et appartienne à l'entreprise. En particulier, il y a eu tout un discours, on l'entend moins aujourd'hui, mais sur la fin du travail du travail à la chaîne, le fait que le boulot deviendrait plus sympa, etc. C'était une illusion complète, parce que ce qui a été marquant comme évolution dans la période récente, c'est plutôt au contraire la taylorisation du travail administratif en particulier, du fait qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de travail prescrit, de travail encadré par les entreprises, et moins de travail de type artisanal de celui que vous décriviez dans beaucoup de métiers, de services en particulier. Et je crois que c'est un mouvement constant d'essayer effectivement de limiter les besoins de qualification des salariés pour assurer des tâches. Et c'est un mouvement qui a beaucoup progressé au cours des dernières décennies, notamment dans les activités de service. Mais on pourra y revenir tout à l'heure. Il y a d'autres interrogations? Alors, oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, si vous pouvez vous présenter brièvement. Je suis gêné par l'expression travail gratuit, parce que pour moi c'est antinomique. La relation de travail met en place deux éléments substantiels qui sont le salaire et la prestation. Or, dès l'instant où on retire le salaire, le lien de subordination est balayé, on va dire, directement. La personne qui va activer pour quelque part dans le parc parce qu'elle reçoit 1 000 € ou je ne sais quoi, pour moi, elle est plus libre dès l'instant où la relation de subordination n'existe pas. Ce qui veut dire que si elle est embêtée par les ordres qu'elle reçoit, elle peut partir ailleurs, activer ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quelque part, je veux dire, l'exploitation, vous dites, elle est plus forte, elle va être plus forte qu'avant. Moi, j'y vois plus de liberté. Il y a une exploitation, on va dire, collective, mais individuellement, la personne est beaucoup plus libre. Ok. Merci. Vous voulez réagir tout de suite, Maud? Non, mais... Alors, j'entends plusieurs questions, alors vous me direz si je réponds, mais à toutes, vous êtes gênés par la notion de travail gratuit. Alors, on pourrait passer des heures à discuter de qu'est-ce qui est travail, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui dit
ce qui est travail et ce qui ne l'est pas. Donc, évidemment, c'est pas travail, vous l'avez dit, au sens de subordination, de reconnaissance. Enfin voilà, il y a pas, ça c'est clair. Pour moi, en reprenant quelques éléments que Bernard reprenait, la définition du travail, c'est le produit d'un rapport de force social. Et du coup, on peut s'autoriser aussi à dire, moi, je vais regarder ça comme du travail et voir qu'est-ce que ça permet de voir justement de comment fonctionne un service public, de comment fonctionne une famille, de comment fonctionne une association, etc. Donc, c'est aussi une manière de regarder finalement les activités pour faire saillir aussi les rapports sociaux dans lesquels ils sont inscrits. Sur la question que vous évoquiez de si elle a de l'argent par ailleurs, elle peut partir. Alors, exploitation, c'est pas forcément le fait de ne pas. Enfin, voilà. Sur la question, elle peut partir. Elle est plus libre de partir. J'en suis pas complètement convaincue. Encore une fois, je renvoie aux travaux des féministes. Je renverrai à tous les travaux qui ont été faits aussi donc les féministes sur le travail domestique. Je renverrai aux travaux qui ont été faits sur le travail bénévole, sur le travail associatif, sur le travail militant. Donc des formes de travail effectivement qui ne sont pas rémunérées, où il n'y a pas de lien de subordination. Et c'est pas pour autant que tout s'y passe bien, que les gens qui n'y sont pas contents partent du jour au lendemain en claquant la porte, etc. Donc je pense que c'est une erreur de croire que ces espaces-là sont des espaces qui sont libérés de plein de rapports sociaux qu'on trouve dans le travail. Donc là, effectivement, j'en suis pas du tout certaine, pour avoir fait des tonnes d'entretiens avec des bénévoles qui n'étaient pas du tout heureux dans les structures dans lesquelles ils étaient, qui parfois du coup restent en se mobilisant, en prenant position, en faisant savoir qu'ils sont pas contents, etc. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Allez voir même les travaux sur les salariés associatifs, où vous verrez aussi tous les enjeux. C'est des salariés. Mais là, ils sont salariés, oui, mais la dimension militante vient jouer aussi contre, finalement, cette dimension des droits. Toute la mobilisation des salariés associatifs, ça a été de faire comment est-ce qu'on peut être finalement des vrais salariés, comment on peut faire respecter le droit du travail alors qu'on est aussi des militants et que du coup on a tendance à rester le soir tard et que du coup on a tendance à revenir le week-end et que du coup on a tendance à jamais demander d'augmentation, à pas se plaindre de notre patron parce que c'est un copain militant aussi. Donc attention quoi, cette dimension de l'engagement, elle tient aussi, c'est un lien aussi, et elle permet pas de partir aussi facilement qu'on le croit. Donc je suis moi j'ai travaillé justement sur cette question, c'est une question d'un chapitre de mon livre, de dire à partir du moment où on enlève la subordination au sens juridique du terme, est-ce que pour autant quelles sont finalement les contreparties et vous verrez que c'est loin d'être si simple. Donc je suis pas du tout persuadée de ça. Deuxièmement, donc sur cette question de la liberté, sur la question de l'exploitation, encore une fois, je reviens à ce que disait Bernard. Je crois que Bernard a dit pour le secteur privé ce que moi je montrais pour le secteur public. Je crois qu'on peut être très heureux de faire quelque chose, le faire avec passion, avoir le sentiment qu'on le fait pour soi, pour son engagement, et être exploité. Je suis désolée de revenir sur cette grosse notion qui est celle d'exploitation, mais je crois qu'il faut être capable de penser ça. Je vais vous donner un exemple très clair, qui là pour le coup n'est pas dans le secteur public et dans le secteur privé. J'ai fait une petite enquête sur l'affaire des blogueurs du Huffington Post. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. En 2011, Arianna Huffington, donc, qui est à la tête du Huffington Post, vend le Huffington Post pour 310 millions de dollars à AOL. Et là, tout d'un coup, les blogueurs, qui sont des milliers donc à être des blogueurs bénévoles sur le Huffington Post, font une action de classe, class action, une action de groupe, en nom collectif, contre Arianna Huffington, en disant « Vous l'avez vendu à ce prix-là, il y a eu un profit énorme qui a été fait. Or, ce journal fonctionne en grande partie grâce à la valeur qui a été produite par les blogueurs. » Donc, ils ont attaqué en disant « On demande au moins un tiers du profit qui a été réalisé parce que ce profit, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre travail. » Et ils ont montré d'ailleurs, si vous regardez le procès, c'est extrêmement intéressant. Ils montrent en plus qu'on a été les chercher, qu'on leur demande en plus de diffuser ce qu'ils ont écrit. Donc il y a tout un encadrement de leur travail, etc. Ils perdent leur procès. Qu'est-ce que leur répond le juge ? Le juge leur répond, mais personne vous avait dit que vous serez payé pour faire ça. Vous avez accepté en toute conscience. Personne vous a menti. Personne vous a trompé. Personne vous a dit que c'était une œuvre caritative. Personne vous a dit que c'était... Donc voilà, on ne vous a pas menti. Simplement, le fait que... Et ils le disent eux-mêmes, parce que moi j'ai interviewé par exemple le leader de l'action de classe, qui est par ailleurs un grand syndicaliste sur le droit des écrivains, etc. Mais lui-même me dit, en même temps il a été très coriace, et en même temps il avait écrit 250 billets
pour le Huffington Post avant d'avoir la vision du profit qui avait été réalisé. Ça me faisait vraiment penser à ce que disait Bernard tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on peut être... je crois que, encore une fois, moi j'ai un peu discuté avec les gens autour des plateformes numériques, etc. Franchement, il y a beaucoup de travaux faits par les marxistes qui sont marxistes américains extrêmement intéressants autour du digital labor, etc. Mais je pense qu'on oublie un tout petit peu les leçons du féminisme sur la question du travail et de l'exploitation. Christine Delphi, elle dit l'exploitation, c'est l'appropriation du travail d'autrui. Et c'est cette idée qu'à un moment donné, votre travail vous échappe. Et ça peut effectivement... Je crois que ça nous oblige à réfléchir aussi à nos catégories. Et je crois que c'est très visible dans le cas du Huffington Post parce qu'il y a de la production de valeur. Je pense qu'on pourrait le dire aussi, parfois, dans les services publics, voire dans le secteur associatif, cette idée qu'à un moment donné, le travail qui est produit vous échappe. Voilà. Donc je ne crois pas du tout qu'on sort de la question de l'exploitation parce qu'on est heureux de le faire, parce qu'on se sent plus libre, parce qu'on est passionné, parce qu'on est engagé, parce qu'on est militant, etc. Voilà. Bernard, peut-être un mot là-dessus? Non, parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. Encore une fois, la catégorie qui aide à penser cela, hein, c'est la distinction entre travail concret et travail abstrait. Hein. Le travail concret, c'est celui que nous faisons en permanence, c'est la forme que prend le travail en tant que nous produisons telle ou telle chose, que nous avons tel ou tel métier, par exemple, etc. On peut être très heureux dans le travail concret et être parfaitement exploité. Hein. Parce que là, nous sommes dans le travail abstrait. La valeur que nous produisons va être appropriée par ceux qui ne l'ont pas produite, par des propriétaires, des prêteurs, des propriétaires de plateformes, des propriétaires de la boîte qui nous achète ce que nous faisons, etc., etc. Et tant que nous ne changeons pas le travail abstrait, c'est-à-dire c'est quoi produire de la valeur économique, dans quelles institutions, avec quel statut du travailleur, avec quel régime de propriété, nous pouvons bavasser tout ce que nous voulons sur le bonheur du travail concret. Nous serons toujours dans la logique capitaliste et nous irons toujours dans le mur écologique. Nous ferons nos éoliennes dans le fond de nos jardins pendant qu'Arriva fera ces trucs. Donc, une autre intervention? Oui, oui, voilà, moi, alors, Janine Cohen, je suis géographe, retraitée du CNRS, enfin, Université de Paris 1, et je suis aussi syndicaliste CGT, par ailleurs. Et donc, voilà, il se trouve qu'on a vraiment matière à réfléchir sur ce sujet, parce que, comme l'a bien dit Bernard Friot, il y a plus de 70 ans de cela, on est tombé dans une conjonction où vraiment, bon, d'une part, il existait un système socialiste dans le monde, qui avait été partie prenante des vainqueurs de la guerre. D'autre part, sur le terrain, ici en France, les capitalistes avaient failli. Et par contre, ce n'était pas du tout le cas des militants engagés, communistes, cégétistes, etc. Et donc, on a réussi ce miracle de la sécurité sociale. Je ne rappelle pas le rôle d'Ambroise Croizat, etc., ou de Marcel Paul pour l'énergie, l'EDF, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est très, très important. Or, nous avons... que j'ai fait. Oui, c'est bon. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais par exemple, en 68, on a réclamé, la CGT très fortement a réclamé une loi sur la formation professionnelle. Comme ça n'était pas complètement mûr dans la classe ouvrière, il y a eu un petit délai. C'est intervenu en 1971. Il y a eu beaucoup de sous qui ont été mis sur cette affaire-là. Et nos camarades syndiqués avec qui on travaille là sur les archives de l'histoire sociale nous disent que jamais ils n'ont réussi à obtenir que les travailleurs, y compris les plus fortement syndiqués, se mobilisent vraiment en tant que classe pour défendre leur possibilité d'utiliser cet outil-là. Ils ont toujours estimé que c'était au patron de décider ça. Et très malheureusement, on le voit aujourd'hui, sur la question de la formation professionnelle, par exemple, ça n'a pas été quelque chose qui a été pris grandement en considération par les syndicats et par les travailleurs eux-mêmes. Donc ça, c'est un problème sur lequel il faut vraiment se dépêcher d'arriver à faire mieux que ce qu'on a fait jusque-là. Enfin, voilà. Et bon, vous l'avez dit aussi dans d'autres cas. Par exemple, quand on est content au travail, on travaille et puis on ne pense pas tout de suite à faire légiférer sur ce qu'il en adviendra le jour où
où quelqu'un voudra vous piquer le bénéfice de l'outil qu'on a créé, quoi. Voilà. Un mot sur la formation professionnelle et sa Oui, place mais précisément, dans la loi de protection sociale. 71, la loi de 71, c'est le contraire du régime général de 46. C'est pas du tout une victoire, la loi de 71. La loi de 71, c'est l'obligation pour les employeurs de dépenser une partie de leur masse salariale de la formation, mais en interne éventuellement. Ou, quand elles sont trop petites, dans des OPCA, mais des OPCA qui ne sont pas du tout gérés par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la capacité... Moi, je ne crois pas au peuple vertueux. Il n'y a pas de peuple vertueux. Mais je crois aux institutions qui génèrent les capacités qu'elles postulent. De même que le suffrage universel a généré de la capacité à délibérer collectivement. Si vous avez une formation professionnelle qui sort de la logique d'entreprise, de la logique patronale, pardon, qui est gérée par les travailleurs eux-mêmes dans une logique interprofessionnelle comme l'est le régime général, là vous allez avoir des initiatives, de même que la classe ouvrière a été, enfin c'est quand même inouï, elle a été capable de prendre l'initiative de la production de santé. 10% du PIB est produit par des travailleurs qui ne mettent pas en valeur de capital. Je dis 10%, pas les 40 milliards, la santé c'est 12%, mais il y a 40 milliards de médicaments, ça va à Sanofi. Mais les 200 autres milliards, pour l'essentiel, c'est des salariés à vie, hein, y compris travailleurs indépendants, c'est quand même très intéressant ça. Hein. Nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie, c'est les libéraux de santé, comparé à un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe. Le kiné, dans le mois, il a sa patientèle. L'architecte, il crève de faim pendant 15 ans, sauf s'il devient grouillot pour Bouygues. Hein. Donc, nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie, nous avons inventé la fonction publique hospitalière, nous avons sorti la production de santé du marché du travail, et nous avons sorti le financement de l'investissement de l'appel au marché des capitaux à travers la subvention de l'assurance maladie. Nous avons généré une institution qui est en train aujourd'hui de souffrir énormément parce que ces deux dimensions de salaire à vie et de financement sans crédit sont complètement mises en cause par le fait que la cotisation maladie n'augmente plus du tout. Hein, depuis 1979, il n'y a eu aucune hausse du taux de cotisation maladie. Il y avait plutôt des reculs avec les exonérations diverses et variées. Donc, la question, ce n'est pas de mettre en cause la bonne ou mauvaise détermination des populations ou du syndicalisme. C'est est-ce que, nous lisons les institutions créées par la classe ouvrière quand elle a été à l'offensive pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des institutions révolutionnaires qui inaugurent un mode communiste de production dans notre pays. Si vous produisez sans employeurs, sans actionnaires, sans prêteurs, vous commencez à être dans le communisme. Et est-ce que nos propositions aujourd'hui vont dans ce sens-là? C'est ça la question. Ou est-ce que nos propositions sont des reculs avec, je ne sais pas quoi, moi, modulation de la cotisation, alors qu'en 1946, on s'est battu pour qu'il y ait un seul taux de cotisation dans toutes les entreprises, pour que ça sorte de la logique d'entreprise, de la logique de branche. Est-ce que nous nous battons pour la suppression du crédit et non pas pour un bon crédit public qui légitime le crédit privé? Est-ce que nous nous battons pour l'assèchement de la centralisation financière? Parce que j'ai complètement omis dans ma conclusion de dire que, évidemment, c'est 40% de la valeur ajoutée qui vont être cotisés sous forme de cotisation salaire pour 20%, ou sous forme de cotisation investissement pour 20%. Il n'y aura aucun coût supplémentaire pour l'entreprise parce que nous compenserons cette cotisation par le non-remboursement des dettes pour investissement. Nous sommes très scandalisés de la dette publique. Nous faisons campagne pour son abrogation. Nous disons que les Grecs, on devrait supprimer comme on l'a fait en Allemagne en 1953, c'était très bon. Mais nous ne sommes pas assez, c'est à juste titre, mais nous ne sommes pas assez scandalisés de la dette privée. Il n'y a aucune raison de contracter un crédit pour financer de l'investissement. Et une bonne façon de commencer à en sortir, c'est de ne pas rembourser. Nous ne rembourserons pas 500 milliards de dettes. La dette privée aujourd'hui pour l'investissement, elle est très supérieure à la dette publique. Les dettes des entreprises sont supérieures à la dette publique. Nous ne menons aucune campagne là-dessus. Nous voulons taxer le capital, ce qui est le légitimer. Il ne s'agit pas de le taxer, il s'agit de l'assécher en faisant campagne sur l'illégitimité des dettes. Donc, boîte par boîte, nous allons prendre la comptabilité.
20% de la valeur ajoutée ira à une caisse des salaires, 20% de la valeur ajoutée ira à une caisse d'investissement. Si la boîte devient copropriété d'usage de ses salariés, elle n'aura plus à payer ses salariés, c'est la caisse qui les payera. Elle n'aura pas à rembourser d'investissement, elle sera subventionnée. Et puis, ça ne lui coûtera rien de plus, puisque les 500 milliards en question seront compensés par un non-remboursement de la dette. Il faut assécher la centralisation financière du capital. Bon, on s'est un peu éloigné de la formation professionnelle, mais d'autres... Hassan Karkar, je suis retraité de l'Université Paris 7. Vous pouvez parler plus fort, là? Oui, je suis retraité de l'Université Paris 7. Dans les années 80, il y a eu un mouvement de robotisation assez important et pousser les gens pour partir à la retraite. Et les entreprises se sont aperçues très vite que le remplacement par les robots ne marche pas. Et ils ont refait appel à ceux qui étaient déjà partis pour revenir et pour écrire ce qu'ils ont appelé la culture d'entreprise. Et en fait, le savoir d'entreprise, ils voulaient accumuler le savoir d'entreprise. Ce problème se trouve aussi lorsque on veut, les ouvriers veulent acquérir une entreprise. Le prix qui est proposé à ce moment-là tient compte non pas seulement des investissements des machines qui étaient là, mais du savoir-faire qui était créé par les différents, la collectivité des salariés a créé une valeur supplémentaire à ces machines-là. Et souvent, lorsqu'on veut racheter l'entreprise, on leur fait payer non seulement ce savoir-faire qui leur appartient, mais ils vont leur faire payer. Et donc, je parle de ça parce que dans le fait d'acquérir le bien de production, effectivement, c'est la façon d'arrêter ce vol de savoir-faire. Savoir-faire, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui va au-delà du matériel, de la fabrication. C'est au-delà, puisque c'est l'organisation de la fabrication qui est en cause. Donc, moi, je pense que c'est ce vol sur lequel la loi qui est apparue pour l'appropriation par une scope d'une entreprise ne prend pas en compte ce problème-là. D'accord. Donc, à qui appartient le savoir-faire des salariés? Est-ce que les entreprises réussissent à se l'approprier quand elles automatisent? Est-ce que Bernard, vous avez... Encore une fois, moi, je réagis de façon plutôt circonspecte au propos initial de Daniel sur le métier. Parce que le métier, c'est ce qui a divisé complètement les salariés en permanence. Ils se revendiquaient d'un métier, ils ne se revendiquaient pas d'une classe sociale, ils ne se revendiquaient pas du salariat. Et le bouquin de Didry, justement, il montre très bien comment, à travers le Code du travail, à travers une forme d'abstraction du travail dans le Code du travail, à travers l'évolution des conventions collectives qui ont qualifié des postes, on a unifié les horaires et les mensuels, on a unifié les ingénieurs, les ouvriers, les cadres. On a constitué un dispositif homogène au niveau de l'établissement, qui n'est pas suffisant. La globalisation financière montre maintenant qu'au niveau de l'établissement, les syndicats n'ont strictement aucun interlocuteur. On ne peut plus conquérir un rapport de force au niveau de l'établissement, c'est terminé, cela totalement, et qu'il s'agit de s'approprier davantage encore de culture économique sur l'entreprise en tant que telle, et c'est ce qui s'opère. Les travaux de Didry le montrent très bien à propos d'une montée en qualification économique des élus, des comités d'entreprise, etc., etc. Donc, qu'il y ait appropriation du savoir-faire par une forme de protocole, par des choses comme cela, dans l'entreprise. Mais pourquoi pas? À condition que l'entreprise soit la propriété des salariés. C'est ça la question. La question centrale, elle est toujours là. Qui est propriétaire? Qui décide? Et comment
Par quel chemin voulons-nous augmenter la part de la production qui est produite par des entreprises dont les salariés sont propriétaires? Nous avons un échec total des coopératives, au bout d'un siècle et demi. Les coopératives qui sont vraiment un cadre juridique très intéressant. Au bout d'un siècle et demi, nous avons 50 000 salariés en coopérative pour 25 millions d'actifs, c'est-à-dire rien du tout. Donc, il faut tenir compte de cet échec, montrer qu'on ne peut pas, si on ne change pas la donne macroéconomique de la propriété, on ne peut pas sortir de la marginalité des formes d'entreprises qui sont la propriété de leurs salariés. Et ça ne tient pas qu'au fait que vous signalez très justement, des difficultés qu'il y a quand il y a reprise de l'entreprise par les salariés. Bien sûr qu'il s'agit d'aider à ces reprises, mais toutes ces coopératives-là resteront très marginales tant que nous ne continuerons pas le mouvement qui a été celui de la classe ouvrière, créer des institutions macroéconomiques alternatives. Bien, on va prendre une série de questions là, parce que vous êtes nombreux à vouloir encore intervenir. Oui, alors moi j'ai 3 questions à Monsieur Bernard Friot. Alors la première, c'est justement, vous venez de dire que les coopératives ne se sont pas développées. Et tout à l'heure, vous avez dit également qu'il faudrait 4 députés, si j'ai bien compris, enfin 4 ou 5, pour légiférer. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut vraiment un autre contexte pour que les coopératives se développent et il faut renverser la table. Enfin, voilà. Moi, concrètement, d'ici 10 ans, je ne vois pas comment on peut avoir des textes qui favorisent la création des coopératives pour permettre le salaire à vie, etc. Alors ça, c'est ma première question. Donc en fait, comment politiquement, comment vous voyez qu'on peut instituer un cadre pour développer les coopératives? La deuxième question, c'est, ça rejoint un peu la première, c'est ne pensez-vous pas, parce qu'aujourd'hui on peut créer des coopératives, mais le problème c'est qu'il y a une concurrence terrible et que les gens ne vont pas créer une coopérative sachant qu'ils ne pourront pas vendre et écouler leurs marchandises, etc. Donc le libre-échange, c'est quand même un poids central qui fait qu'on ne peut pas développer d'entreprises dans les pays, en tout cas les pays développés, où un certain besoin sont saturés, etc. Voilà, donc ça c'est quand même une grosse question. Okay. Voilà. Et la troisième question, c'est est-ce que vous pensez que le mouvement actuel, la France insoumise, porte ces revendications de salaire à vie? Moi, j'ai plutôt envie de parler plutôt que de salaire à vie, de salaire sans actionnaire. Voilà. Parce que salaire à vie, ça a une connotation d'assister, etc., qui passe, à mon sens, et j'en discute autour de moi, qui passe très mal parce que ça fait encore une fois de plus assister, etc. Voilà. Okay. Merci. Alors, autre intervention. Il y a un monsieur. Ah. Bon, il y en a aussi au fond là-bas. C'est un petit peu vieux. C'était pour répondre à la première intervention qui parlait du métier. Et je voulais juste demander, il a été question, lorsque vous avez parlé de votre métier, vous avez parlé de quelques retards. Je ne sais pas de quel retard vous vouliez parler, mais bon, je suppose... Oui, sur des retards sur les chantiers. Mais je me demande, à aucun moment, si personne n'a parlé de métier, vous n'avez jamais, à aucun moment, parlé de ce qui faisait exister votre métier, c'est-à-dire et dont les propriétaires n'étaient pas les ouvriers, c'est-à-dire la régulation du flux de l'énergie fossile dont vous dépendiez pour bosser. Et cette régulation avec raréfaction organisée qui vous tenait quand même, sans que vous vous en rendiez compte, je crois, enfin, je ne sais pas, vous allez me le dire, enchaîné, esclave. Ok. Alors.
Je suis peu habitué aux conférences, du coup j'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez l'air d'accord dessus, implicitement, c'est qu'est-ce qui oppose le salaire à vie au revenu universel? C'est moi qui parle. Et... Bon, bah, vu que j'ai eu des applaudissements, je laisse cette question. Alors, il y avait deux personnes là au fond qui réclament... Pardon? Oui. Allez-y. Bon, moi, je voulais parler dans la France actuelle. Concrètement, j'aimerais que vous m'expliquiez comment on fait dans l'Europe actuelle avec le statut en France des travailleurs détachés. Moi, je trouve personnellement que c'est un gros problème qui tire tous les salaires, toutes les rémunérations vers le bas, à partir du moment où nous avons un niveau de protection sociale par comparaison avec les autres pays beaucoup plus élevé et que vous êtes en concurrence avec des pays comme la Roumanie. Et comment on fait? Voilà, voilà, c'était ma question. Merci. Une question simple. OK. Oui, Jacques, professeur en retraite et ami de l'humanité. Toute ma vie, enfin militante, j'ai l'impression aujourd'hui qu'elle est un peu remise en question par rapport à un mode de fonctionnement que j'ai du mal à appréhender. Dans mon esprit, un individu dans la société est reconnu par rapport à un travail, un emploi. C'était peut-être une vieille vision. Aujourd'hui, on nous parle de la disparition d'un tas de métiers. Enfin, ça a été rectifié depuis quelques temps. On parle plutôt de disparition des tâches. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est prêt à accepter de façon implicite à ce que des gens soient associés à la production et puis que d'autres, on leur donne 1000 balles pour qu'ils restent chez eux. Voilà. Encore deux, trois dernières questions et après on va essayer d'y répondre. Oui, bonjour, je suis François, je suis agent contractuel dans un établissement public. Et je voulais revenir à la question du revenu inconditionnel d'activité. Je voulais revenir à la question du revenu inconditionnel. Et je me posais la question, imaginons que je sois poète, j'écrive des vers, ou je sois peintre, et que mon œuvre n'intéresse absolument personne et n'intéresse pas les coopératives de travailleurs. Comment je fais pour vivre? Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une petite question, enfin un petit constat. En 92, on a fait le marché unique européen. Ah, désolé. Donc en 92, on a fait le marché unique européen. En même temps, on a fait l'OMC. Toutes nos entreprises sont parties où que ça coûtait le moins cher. Donc maintenant, les entreprises qui reviennent, c'est des robots. Donc on peut bien nationaliser les entreprises. Est-ce qu'on va taxer les robots? On cherche, on a toujours un problème de coût. On veut toujours aller au moins cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne taxe pas finalement les entreprises qui gagnent énormément d'argent, comme Uber, comme Airbnb, comme Google, où ils font leur profit, tout simplement? Pourquoi ne pas faire un blocage fiscal? Ouais, Total aussi, enfin toutes les entreprises. Ok. Enfin, faut faire la révolution, quoi. Et une dernière question, intervention. Après, on va essayer de répondre en n'oubliant personne. C'est fini? Alors, d'accord. Donc, les coopératives, elles ne se sont pas développées, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'elles se développent dans le contexte actuel, en particulier avec les questions du libre-échange? Est-ce que la France insoumise propose les bonnes solutions? Et qu'est-ce qu'elle pense en particulier du salaire à vie et comment elle se situe par rapport à tout ça? Oui, quelle place joue le salaire à vie dans ces revendications? Bon, alors sur le métier, sur les flux pétroliers, je ne sais pas si ça nécessitait une réponse, c'était plutôt une remarque déjà. Quelle est la différence? Alors, qu'est-ce qui oppose le revenu universel au salaire à vie? Bon, c'est gentil tout ça, mais dans l'Europe actuelle, avec les travailleurs détachés, la Roumanie, la Pologne, l'OMC, etc., comment on fait? C'est revenu plusieurs fois.
Alors, bon, je suis poète, peintre, etc. Mais ce que je fais, c'est vraiment des croûtes et ça n'intéresse personne. Comment je fais pour vivre? Est-ce que j'ai le droit de vivre quand même? Bon, les emplois disparaissent à cause des robots, etc. Est-ce qu'il faut taxer les robots et qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de Uber, Airbnb, etc. Tous ces braves gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts en particulier. Vous démarrez, Maud, et en même temps... J'ai une dernière question, c'est aussi à la Maison des Métallos, parce que l'intitulé c'était débat rencontre. Et dans la façon dont c'est organisé, j'aimerais savoir comment est-ce que ce serait possible de faire une rencontre ou un débat s'il n'y a pas de temps de discuter après, alors qu'on a des gens qui vont aller sur un sujet. Voilà, si vous pouvez noter la question comme ça, tu l'as refait. Non plus, mais vous essayez de répondre à... Qu'il n'y a pas eu de... Je l'annonce, c'était débat et rencontre. Et il y a plein de choses qu'on a envie de discuter. Et là, quand on voit les gens qui disent « Ah, c'est l'heure de partir, dégager », ça fait vraiment... Ah, ça ressemble à une conférence de gens sympathiques qui ont... Ça, je peux répondre si vous voulez. Le bar est ouvert après, vous pouvez continuer à débattre. Le personnel qui est ici respecte le code du travail, les horaires. Et il y a un spectacle ce soir à 19h sur le plateau. Nous devons donc respecter aussi les artistes. Merci pour vous. Ok. Bon, Maud, vous essayez de répondre à quelques éléments. Et en même temps, un mot de conclusion aussi de votre part. Oui, non, moi je ne vais pas répondre. Enfin, je me sens pas forcément qualifiée, non, mais pour répondre aux différentes questions là, sur à la limite la question des artistes et des modes de rémunération ou d'émancipation, j'ai envie de renvoyer au travail de Mathieu Grégoire, notre collègue qui a travaillé là-dessus. Mais sur les questions des travailleurs détachés non plus, je suis pas du tout une spécialiste. Enfin, voilà, moi j'ai un code un peu quand même justement dans ce genre de débat, de rencontre ou dans mon travail, c'est d'apporter des réponses sur lesquelles j'ai travaillé empiriquement, c'est-à-dire je peux vous parler des objets sur lesquels j'ai fait des enquêtes, des recherches. J'ai passé du temps sur le terrain, j'ai rencontré des gens, j'ai interviewé, j'ai observé. Donc là, les questions qui ont été évoquées, ce n'est pas des objets qui ressortent de mes analyses. Donc même les coopératives, j'en ai croisé très peu. Donc voilà, je resterai sur ces terrains-là et du coup avec plaisir pour échanger si je resterai un petit peu dehors là, si d'autres ont envie d'une vraie rencontre, pas comme ça. Mais enfin, je pense que de toute façon, on est accessible aussi. Enfin, je pense que Bernard, c'est pareil. Hein, s'il y a des choses qui restent pas discutées ou pas poser des questions qui ne sont pas posées, c'est des choses qui peuvent avoir lieu après, évidemment, ou plus tard. Voilà. Mais voilà, non, j'ai pas forcément de mots de conclusion. Je pense qu'on est sur des... Moi, j'ai trouvé que les questions étaient très bien posées quand on m'a invité et que plus l'actualité avance, plus je crois qu'on est quand même au cœur de débats importants. Je suis juste peut-être terminer là-dessus. Je suis ravie que la question du travail soit centrale à nouveau, j'ai envie de dire, dans nos préoccupations. Donc, je crois qu'il y a des réflexions et des échanges à avoir parce qu'il y a quelque chose à pas rater aujourd'hui sur ces questions-là. Voilà. Bernard? Sur les coopératives, par exemple, il y a une proposition assez simple. Les groupes capitalistes n'existent que par les marchés publics. Il y a vraiment un ne-que. Hein. Il n'y a pas que Dassault, c'est évident, mais prenez Bouygues, prenez FH, prenez tout ce que vous voulez. Ce sont les marchés publics qui sont au cœur du développement des groupes capitalistes. Prenez Sanofi. Et il y a une forme d'indignation populaire devant le fait que cet argent public enrichisse des actionnaires. Pourquoi ne popularisons-nous pas l'idée que les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés? Là, nous allons sortir les coopératives de la marginalité. Au contraire, ils vont avoir un énorme marché. Voilà des choses assez simples dont je m'étonne même que nous ne les développions pas de façon plus évidente. Oui, parce qu'on n'ose pas mettre la question de la... c'est pas gros.
ce qu'a fait, enfin c'est pas plus gros, et on a plus de tremplin parce qu'il y a eu tout le travail de nos anciens. C'est pas plus gros que de récupérer pour les gérer nous-mêmes le tiers de la masse salariale. C'était le cas en 46 et ça a augmenté ensuite jusqu'en 60. De le récupérer pour mettre en place un système de santé qui ne relève pas de la logique capitaliste. Nous avons su le faire. Pourquoi ne saurions-nous pas le faire à nouveau? Enfin, on n'est pas... enfin, sauf à avoir une vue décliniste de notre avenir. Enfin, bien sûr que non. Nous avons plus d'atouts. On dit, oui, mais le patronat était dans les choux, il y avait l'URSS, etc. Mais le patronat avait failli. Et le patronat aujourd'hui ne faillit pas. Il est capable d'organiser le travail de façon écologiquement responsable. Il en est absolument incapable. Il est capable de maintenir une activité industrielle dans notre pays, absolument incapable. Donc il a totalement failli. C'est à partir de cela qu'il s'agit de faire, peut-être de déplacer nos préoccupations collectives de syndicalistes autour de, ou politiques, autour de... Mais nous sommes capables de gérer nous-mêmes les entreprises. Et c'est ce qui fait aussi, qui va faire que nous rejoindrons tous les dissidents, les trentenaires qui ne veulent pas jouer les jeux du capital, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui bricolent avec le RSA pour produire autrement. Si nous voulons leur parler d'une façon qui soit audible, parce qu'ils peuvent très bien être tentés, après tout, par un revenu de base à 800 balles inconditionnel, ce sera quand même mieux que les 450 balles du RSA, avec une lettre de la CAF toutes les semaines leur disant qu'ils ont trop touché, trop perçu, trop machin, etc., etc. Et si nous voulons pouvoir nous adresser à eux, encore faut-il que nous montrions que nous avons déjà créé le travail indépendant avec salaire à vie, mais que ça suppose une institution macroéconomique qui s'appelle la cotisation salaire. La cotisation économique. Les coopératives sortiront de leur marginalité lorsque nous instituerons davantage la socialisation de la valeur sous une forme communiste, c'est-à-dire dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs eux-mêmes et qui vont subventionner l'investissement. Tout ça est possible puisque nous avons construit un collège par jour, entre 65 et 75, en faisant appel au partenariat public-privé, en augmentant l'impôt, c'est-à-dire en mutualisant la valeur sous une forme non capitaliste. C'est ça la question. Continuons. On n'a pas inventé l'alternative. Je vois quelqu'un qui voudrait à tout prix intervenir. Intervenez, s'il vous plaît. Oui. Bon. Non, mais vous avez bien fait. Vous faites bien, okay. il faut intervenir, au contraire. Si vous voulez, moi je n'ai jamais parlé de protectionnisme. Je suis absolument contre le protectionnisme. Et c'est nous qui produisons la valeur. Ce n'est pas les bouts de papier des actionnaires. À partir du moment où nous avons l'outil de travail et où nous produisons, nous pouvons relocaliser des tas d'activités. Bien sûr que par ailleurs, des activités doivent être produites en division internationale du travail, mais nous pouvons parfaitement faire ce que nous avons fait à propos de la sécurité sociale, des accords bilatéraux dans lesquels nous organisons de manière concertée entre des populations qui s'emparent à l'échelle où c'est possible aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle nationale. C'est le seul lieu politiquement possible pour une expression populaire aujourd'hui, qui s'empare de la valeur et qui passe des accords internationaux. Je suis absolument contre le protectionnisme.
Non, la balance des capitaux, elle est nulle. C'est-à-dire que globalement, elle est nulle. Enfin, je parle sous le contrôle de mon voisin. Mais globalement, la balance des capitaux est nulle. C'est-à-dire que la part que le capital ponctionne sur la valeur que nous produisons en France et qui va à l'étranger est égale à la part ponctionnée à l'étranger et qui vient en France sous forme d'investissement étranger. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de ces flux de capitaux pour financer notre investissement. Vous savez combien c'est l'investissement? C'est 400 milliards et encore on compte dedans la construction immobilière qui n'a d'investissement que le nom. C'est très peu de choses, hélas. Donc nous sommes parfaitement capables de financer l'investissement à une échelle de mutualisation de la valeur que nous produisons. Mais vous avez dit très justement, et ça me permet d'ailleurs d'aborder une des questions posées sur le blocage fiscal, vous avez dit très justement que ceux que vise l'impôt y échappent. Et donc que la révolution fiscale, c'est tout sauf la révolution. C'est du blabla. Écoutez, Piketty a écrit 1000 pages pour montrer que dans le monde entier, sur un siècle, l'impôt ne sert à rien à long terme. Que ce n'est qu'à court terme qu'il peut changer la donne, mais qu'à long terme, il n'entame pas du tout la logique du capital. Et il conclut « Vive l'impôt ». Qu'est-ce que c'est sinon la religion? Il y a un moment où il faut renoncer à l'outil fiscal comme outil majeur de changement de logique, poser les questions au niveau où il faut les poser, c'est à nous de décider, puisque c'est nous qui produisons. C'est à nous, et il faut proposer, j'ai fait des propositions de cotisations compensées par un non-remboursement de dette, avec des comptabilisations à faire entreprise par entreprise. Bon, c'est une proposition à discuter, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a la boussole, c'est continuer à changer le mode de production, en changeant le régime de propriété et en changeant le statut politique du producteur. Notre maître là-dedans, c'est la bourgeoisie. C'est comme ça qu'elle a vaincu la féodalité. Nous vaincrons la bourgeoisie de la même façon. Quand on a la boussole, alors on devient inventif sur les propositions. C'est lorsqu'on a perdu la boussole qu'on bavasse sur la révolution fiscale. Là, est-ce que France Insoumise reprend peut-être, moi je suis au Parti communiste, je me désole de ce qu'est devenu le Front de gauche, de la faute des communistes, de la faute du PG, de la faute d'ensemble, de la faute d'un peu tout le monde. Nous sommes dans une dispersion aujourd'hui. Si vous voulez, j'ai fait une audition. J'ai fait une audition pour la France Insoumise. C'était entre 8h et 10h du soir, un jeudi. C'était des auditions au mois de juin, mai-juin. Mélenchon auditionnait successivement de 6 à 8 et de 8 à 10. Ce jour-là, il était très fatigué. Il a dormi pendant toute mon intervention. Ce qui montre que... je lui en veux pas. Ce qui montre que je ne suis pas fait pour murmurer à l'oreille du prince, d'accord? C'est pas mon truc. Ce qu'il faut faire, c'est changer d'abord nos cultures à la base. Nous avons des cultures politiques, des cultures syndicales qu'il faut changer. Il faut que nous déplacer le temps syndical. Les meilleurs de nos militants passent leur temps à discuter dans des instances où on ne peut que réduire les droits. Si le temps qu'ils passent ainsi, ils le passaient auprès des salariés, à l'auto-organisation des salariés, à la conviction que nous sommes les seuls légitimes pour décider au travail, et d'abord dans les lieux qui sont libérés partiellement de capital, d'abord dans la fonction publique. Les syndicats de la fonction publique, leur rôle, c'est d'auto-organiser les salariés pour qu'ils résistent aux ordres contre leur déontologie. Nous avons un statut, les fonctionnaires, qui nous permet de résister. Qu'est-ce que nous faisons? En quoi sommes-nous à la hauteur de notre statut? C'est ça, voilà, des choses. Nous devons faire la preuve qu'il vaut mieux travailler dans des lieux libérés du capital que dans des lieux qui ne le sont pas. C'est très simple à dire, très compliqué à faire. Mais si enfin nous avions des programmes avec des énoncés simples, clairs, qui disent les choses au niveau où il faut les dire, on est entendu. Vous savez, moi je suis communiste, la sécurité, emploi, formation, personne n'y comprend rien. Vous dites salaire à vie, brusquement, vous avez des tas d'oreilles qui se lèvent.
Alors peut-être que salaire sans actionnaire, c'est mieux parce que ça montre les deux dimensions. Hein, qu'il faut à la fois être les propriétaires et être libérés du marché du travail. Pourquoi est-ce qu'il faut être libéré du marché du travail si nous voulons être propriétaires? Parce que si c'est l'entreprise qui nous paye, un jour ou l'autre, nous la fermerons. Parce que nous serons soumis au chantage de la boîte. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit l'entreprise qui paye les salariés. Il faut que les salariés, leurs ressources ne dépendent pas de l'entreprise. Afin que leur capacité d'intervenir. Un des échecs soviétiques, c'était l'entreprise-providence. L'entreprise-providence, ça ne peut jamais marcher. Parce qu'une fois que la médiocrité est installée quelque part, elle y reste indéfiniment. Il s'agit au contraire d'un statut interprofessionnel. C'est pour ça qu'il faut se battre pour une cotisation unique et non pas des cotisations modulées comme nous le faisons à la CGT, au Parti communiste, qui sont des non-sens. Mais enfin, la question ne m'était pas posée, donc je ne vais pas répondre à une question qui ne m'est pas posée. Qu'est-ce qui distingue le salaire à vie du revenu de base? Mais encore une fois, rien si les tenants du revenu de base disent premier niveau à 1500 balles, parce qu'en dessous, il ne faut quand même pas rigoler, d'accord? Le premier niveau de salaire à vie ne peut pas être inférieur à ce que nous revendiquons comme SMIC, parce que nous sommes... C'est comme travailleurs que nous sommes reconnus par un salaire à vie. Ce n'est pas comme êtres de besoin qui avons droit à 800 balles. Donc, si c'est sur 1500 balles, moi, j'ai aucun problème, comme premier niveau. Ensuite, il s'agit... et si il est clair que le cœur de la bataille, c'est l'appropriation de l'outil de travail par les travailleurs. Si les tenants de gauche du revenu de base sont là-dessus, eh bien, on finira par trouver un accord. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Les travailleurs détachés... Mais bien sûr, mais les travailleurs détachés, ça n'est jamais qu'une des formes du marchandage. Je vous renvoie encore au bouquin de Didry. Achetez le bouquin de Didry à la sortie, s'il vous plaît. Il n'y en a que 10 exemplaires, donc précipitez-vous dessus. Achetez les miens et ceux de Maud aussi, à l'occasion. Hein, le salariat s'est constitué au XXe siècle contre le marchandage. Or, qu'est-ce que c'est que les travailleurs détachés? C'est une forme internationale de la sous-traitance. Et la bataille contre la sous-traitance ne peut être victorieuse que si l'on supprime les différences de convention collective, que si les droits des salariés sont totalement interprofessionnels et si les droits sont des droits liés à la résidence. Que tout résident, quelle que soit sa nationalité, ait les mêmes droits. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que les retraités qui vivent à Agadir n'auraient pas leur pension, d'accord? Parce que, bien sûr, parce qu'il s'agit de poser que notre droit à ressources, il est lié au fait que nous contribuons au bien commun, bien sûr, dans l'espace dans lequel nous vivons. Si mon œuvre n'intéresse personne et que je suis poète, ben, j'arrêterai d'être poète parce que cet échec professionnel me convaincra de l'inutilité de ce que je fais et m'empêchera de trouver la dynamique anthropologique que donne le travail concret. Mais le fait que j'abandonne quelque chose dont l'intérêt est négligeable ne veut pas dire que je vais avoir la double peine de cumuler l'échec professionnel et la mort sociale du chômage, ou la mort sociale de devoir rembourser les emprunts que j'ai faits quand j'étais auto-entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'il faut du salaire à vie? C'est pour qu'il y ait du rebond possible. Bien sûr, quelqu'un qui fait des mauvaises pizzas avec du salaire à vie, un jour, il devra fermer boutique parce qu'il ne pourra plus payer les fournisseurs. Et cette sanction-là sera considérable. Ne la doublons pas de la sanction qui devra rembourser des emprunts ou je ne sais pas quoi, ou qu'il n'aura pas de salaire. Si nous voulons faire la transition écologique avec toute la mobilité économique que ça va, il faut absolument que nous ayons un salaire à vie. Le salaire à vie, c'est la condition du rebond. Mais le salaire à vie, ce n'est pas la société sans obligation ni sanction.
J'ai un salaire à vie, encore faut-il, si je veux mettre ma qualification en œuvre, que je sois embauché dans une boîte, avec un contrat de travail qui ne définira pas mon salaire, puisque mon salaire, il m'appartient, mais qui définira, je ne sais pas quoi, un temps de travail, des tâches, la participation à ceci, cela, et je pourrais être licencié. Mais ce licenciement qui sanctionne un échec économique ne sera pas doublé de la mort sociale du chômage. Je resterai avec la dignité de ma qualification, qui sera mon attribut. Et nous passons tous par des moments d'échec. Qui n'a pas connu d'échec? Mais l'important, c'est que nous ayons ce support permanent d'une qualification attachée à notre personne.